Le 18 juin 1994, à Reims, 250 invités patientent dans l'église Saint-Jacques. La mariée, Isabelle Fournier, 26 ans, attend devant l'autel depuis 20 minutes. Les demoiselles d'honneur échangent des regards nerveux. Le prêtre consulte sa montre. Les parents du marié, assis au premier rang, gardent un silence tendu. Personne ne comprend. Stéphane Lambert, le futur époux, n'est toujours pas arrivé. La musique d'orgue résonne dans le vide. L'attente devient insupportable. Quelque chose ne va pas. Le témoin, Didier Girard, sort précipitamment de l'église et compose le numéro de Stéphane sur son téléphone portable. Aucune réponse. Il appelle alors l'appartement du marié, situé rue de Vesle, à 10 minutes de l'église. Toujours rien. Didier retourne à l'intérieur, le visage blême, et murmure quelques mots au père de la mariée. Ce dernier monte à l'autel et annonce à l'assemblée qu'il y a eu un contretemps. Les invités commencent à s'agiter. Isabelle, droite dans sa robe blanche, refuse de quitter l'église. Elle attend. Elle veut croire à un simple retard. 2 heures plus tard, la police est prévenue. Les gendarmes se rendent à l'appartement de Stéphane Lambert. La porte n'est pas verrouillée. À l'intérieur, tout semble en ordre. Le costume du marié est suspendu dans la chambre. Les chaussures cirées attendent près du lit. Le bouquet de la mariée repose sur la table du salon. Mais Stéphane n'est nulle part. Son portefeuille, ses papiers d'identité et les clés de sa voiture ont disparu. Aucun signe de lutte, aucun message. Juste une absence inexplicable le jour de son propre mariage. Avant de continuer cette histoire troublante, j'aimerais savoir où vous regardez cette vidéo en ce moment. Dites-moi dans les commentaires votre ville et l'heure qu'il est chez vous. Cela m'aide à comprendre qui vous êtes et d'où vous suivez ces affaires mystérieuses. Si ce type de contenu vous fascine, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Un petit pouce bleu fait aussi toujours plaisir et soutient énormément le travail de recherche derrière ces récits. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, revenons à cette disparition qui va hanter Reims pendant 2 décennies. Reims, préfecture de la Marne, est une ville de près de 200 000 habitants en ce milieu des années 90. Connue pour sa cathédrale gothique et ses maisons de champagne, la cité traverse une période économique difficile. Le taux de chômage grimpe. Les restructurations industrielles touchent de nombreuses familles. Pourtant, la vie sociale reste dense. Les mariages sont des événements attendus, célébrés avec faste. Celui de Stéphane Lambert et Isabelle Fournier devait être l'un de ces moments de joie collective. Il devient, en quelques heures, un cauchemar incompréhensible. Stéphane Lambert a 28 ans en juin 1994. Technicien en électronique dans une entreprise de maintenance industrielle, il mène une vie discrète et ordonnée. Ses collègues le décrivent comme sérieux, ponctuel, peu bavard. Il aime la mécanique, les randonnées en montagne, les soirées tranquilles. Rien dans son comportement ne laisse présager une fuite. Il partage un appartement avec Isabelle depuis 2 ans. Ils ont acheté ensemble un canapé, une voiture d'occasion, planifié un voyage de noces en Italie. Tout semblait suivre un cours normal, ordinaire, prévisible. Isabelle Fournier, elle, travaille comme assistante administrative dans une agence immobilière du centre-ville. Elle a rencontré Stéphane lors d'une fête organisée par des amis communs en 1991. Leur relation s'est construite lentement. Pas de passion dévorante, mais une affection sincère, une complicité quotidienne. Isabelle affirme n'avoir jamais détecté de doute chez son compagnon. Stéphane parlait du mariage avec enthousiasme, ou du moins sans réticence apparente. Il avait lui-même choisi les alliances. Il avait réservé la salle de réception. Il avait envoyé les faire-part. Le matin du 18 juin, Stéphane et Isabelle ne dorment pas ensemble. Tradition oblige, Stéphane passe la nuit précédant le mariage chez son témoin, Didier Girard. Les 2 hommes partagent une bouteille de vin, regardent un match de football à la télévision
discutent jusqu'à minuit. Didier racontera plus tard aux enquêteurs que Stéphane semblait calme, peut-être un peu fatigué, mais nullement anxieux. Il se couche vers 1h du matin. Vers 7h, Didier se réveille. Stéphane n'est plus là. Un mot griffonné sur la table de la cuisine indique simplement « Parti chercher quelque chose à l'appartement. À tout à l'heure ». Didier ne s'inquiète pas immédiatement. Il suppose que Stéphane a oublié un objet nécessaire pour la cérémonie. Peut-être une cravate, une paire de boutons de manchette, un papier administratif. Il prend son petit déjeuner, se prépare, enfile son costume. À 9h30, toujours aucune nouvelle de Stéphane. Didier appelle l'appartement rue de Vesle. Personne ne répond. Il se rend sur place en voiture. L'appartement est vide. La Peugeot 205 blanche de Stéphane n'est plus garée devant l'immeuble. Didier commence à paniquer. Il retourne chez lui, espérant que Stéphane l'aura rejoint. Rien. À 11h, il file directement à l'église. Stéphane n'y est toujours pas. C'est à ce moment que le cauchemar commence vraiment. L'enquête officielle débute le 19 juin 1994, 24 heures après la disparition. Les gendarmes de Reims ouvrent un dossier pour disparition inquiétante. Ils interrogent d'abord Isabelle Fournier. La jeune femme est effondrée, mais cohérente. Elle répète qu'aucun conflit n'opposait le couple. Pas de dispute récente. Pas de tension financière majeure. Pas de liaisons extra-conjugales dont elle aurait eu connaissance. Elle affirme que Stéphane voulait ce mariage autant qu'elle. Les enquêteurs notent une certitude inébranlable dans sa voix, malgré le choc. Isabelle refuse de croire à une fuite volontaire. Pour elle, Stéphane a forcément eu un accident, une agression, un problème brutal et imprévu. Les parents de Stéphane, Philippe et Catherine Lambert, sont également entendus. Ils vivent à Épernay, à 30 km de Reims. Leur fils leur rendait visite régulièrement, environ une fois par mois. Philippe Lambert, ingénieur à la retraite, décrit Stéphane comme un garçon réservé, responsable, jamais dans l'excès. Catherine, elle, évoque un enfant unique, peut-être un peu solitaire, mais jamais tourmenté. Ils disent n'avoir remarqué aucun changement d'humeur dans les semaines précédant le mariage. Stéphane leur avait téléphoné 3 jours avant la cérémonie pour confirmer les horaires. Tout semblait normal. Ils sont dévastés, incapables de comprendre. Didier Girard, le témoin, subit un interrogatoire long et minutieux. Les gendarmes cherchent à savoir si Stéphane lui aurait confié des doutes, des peurs, des secrets. Didier jure que non. Il connaît Stéphane depuis le lycée. Ils ont fait leur service militaire ensemble. Ils se voient moins souvent depuis quelques années, mais leur amitié reste solide. Didier raconte la soirée du 17 juin dans les moindres détails. Le match de football, la bouteille de Côte-du-Rhône, les rires, les anecdotes. Rien d'anormal. Stéphane n'a pas exprimé la moindre hésitation concernant le mariage. Didier insiste. Il attendait ce jour avec impatience. Les enquêteurs vérifient les relevés bancaires de Stéphane Lambert. Aucun retrait suspect dans les jours précédant la disparition. Son dernier retrait date du 15 juin, 200 francs au distributeur automatique de la rue de Vesle. Son compte affiche un solde positif, mais modeste, environ 3000 francs. Pas de quoi financer une longue cavale. Les gendarmes contactent également l'entreprise où Stéphane travaille, Électroservice Reims. Son supérieur hiérarchique, Bruno Morel, confirme que Stéphane avait posé 2 semaines de congé pour le mariage et le voyage de noces. Il devait reprendre le travail début juillet. Rien à signaler côté professionnel. Pas de conflit, pas de licenciement en vue, pas de pression particulière. Les recherches physiques commencent également. Les gendarmes passent au peigne fin les routes menant de Reims vers Épernay, Châlons-en-Champagne, Paris. Ils inspectent les fossés, les zones boisées, les parkings abandonnés. Ils interrogent les péages autoroutiers. Personne n'a vu la Peugeot 205 blanche immatriculée dans la Marne. Les hôpitaux de la région sont contactés.
Aucun homme correspondant au signalement de Stéphane n'a été admis aux urgences. Les morgues non plus. Le véhicule reste introuvable. C'est comme si Stéphane Lambert s'était volatilisé. Les jours passent. L'espoir de retrouver le jeune homme vivant s'amenuise. Les médias locaux s'emparent rapidement de l'affaire. Le journal L'Union publie un article en première page le 22 juin 1994. Marié disparu à Reims. Mystère total. La photo de Stéphane, tirée d'un cliché de vacances, circule dans toute la région. On y voit un jeune homme brun, aux cheveux courts, au regard sérieux, vêtu d'un polo bleu marine. Le signalement précise qu'il mesure 1,78 m, pèse environ 75 kg, porte une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit. France 3. Champagne-Ardenne diffuse un reportage. Isabelle Fournier apparaît à l'écran, les yeux rougis, suppliant quiconque aurait des informations de se manifester. L'appel à témoins génère quelques pistes, mais aucune ne mène nulle part. Des rumeurs commencent à circuler dans Reims. Certains parlent d'une double vie. D'autres évoquent des dettes cachées, un trafic obscur, une histoire d'héritage familial. Les enquêteurs explorent toutes ces hypothèses. Ils fouillent l'appartement de la rue de Vesle avec l'accord d'Isabelle. Ils examinent les factures, les courriers, les agendas. Rien de compromettant, pas de traces de jeu, de drogue, de fréquentation douteuse. L'ordinateur personnel de Stéphane, un modèle Packard Bell basique, ne contient que des fichiers professionnels et quelques parties de jeux vidéo. Les enquêteurs interrogent les voisins. Tous décrivent un couple tranquille, discret. Pas de disputes audibles, pas de visites suspectes. Un élément intrigue pourtant les gendarmes. Dans le tiroir du bureau de Stéphane, ils découvrent une enveloppe Kraft contenant plusieurs coupures de presse. Ces articles, datés de 1989 à 1993, concernent des accidents de voitures mortels survenus dans la région. Pourquoi Stéphane conservait-il ces documents? Les enquêteurs interrogent Isabelle. Elle n'en a jamais entendu parler. Elle ignore pourquoi son compagnon collectionnait ce type d'informations. Didier Girard, lui aussi, tombe des nues. Stéphane ne lui a jamais mentionné un intérêt particulier pour les faits divers. Cette découverte ouvre une nouvelle piste. Les gendarmes tentent de relier ces accidents à la vie de Stéphane. En vain. Les semaines deviennent des mois. L'été 1994 s'achève sans la moindre avancée. Isabelle Fournier refuse d'annuler officiellement le mariage. Elle garde la robe blanche dans son armoire. Elle conserve l'appartement tel quel, espérant un retour impossible. Ses proches la poussent à consulter un psychologue. Elle refuse. Elle veut attendre. Attendre des réponses. Attendre des explications. Attendre Stéphane. Les parents Lambert, eux, font appel à un détective privé. Cet homme, ancien policier reconverti, enquête pendant 6 mois. Il ne trouve rien de plus que les gendarmes. La piste reste désespérément froide. Le dossier finit par être classé sans suite en 1996. Isabelle tente de reconstruire sa vie. Elle déménage de l'appartement de la rue de Vesle en 1997. Elle quitte Reims pour s'installer à Épernay, cherchant à fuir les souvenirs. Elle change d'emploi, travaille désormais dans une cave de champagne, comme chargée de communication. Elle évite les mariages, les églises, les discussions sur le sujet. Ses amis proches savent qu'il ne faut jamais mentionner le prénom de Stéphane devant elle. Les années passent. Isabelle rencontre quelqu'un d'autre en 2001, un homme divorcé, père de 2 enfants. Ils vivent ensemble, mais elle refuse de se marier. Elle porte toujours, au fond d'elle, une blessure qui ne cicatrise pas. Une question sans réponse. Les parents de Stéphane, Philippe et Catherine Lambert, ne se remettent jamais vraiment de la disparition de leur fils unique. Philippe développe des problèmes cardiaques. Catherine sombre dans une dépression chronique. Il consulte des médiums, des voyants, des spécialistes en disparition inexpliquée. Tous leur racontent des histoires différentes.
Aucune ne les apaise. En 2003, Philippe Lambert décède d'un infarctus. Catherine reste seule dans la maison d'Épernay, entourée de photos de Stéphane enfant, adolescent, jeune adulte. Elle espère, jusqu'à son dernier souffle, recevoir un appel, une lettre, un signe de vie. Elle meurt en 2009 sans avoir obtenu la moindre réponse. 20 ans passent. Nous sommes en juin 2014. Reims a changé. La ville s'est modernisée. De nouveaux quartiers ont émergé. La gare a été rénovée. Le tramway circule dans les rues. Les téléphones portables ont remplacé les cabines publiques. Internet a transformé les méthodes d'enquête. Mais l'affaire Stéphane Lambert reste dans les mémoires des anciens de la gendarmerie. Un dossier classé, un mystère jamais résolu, une disparition parmi tant d'autres. Jusqu'à ce jour de juin 2014, où un appel téléphonique remet tout en question, un appel qui vient de Toulouse, une ville située à plus de 700 km de Reims. L'appel est passé par une femme, Sandrine Lambert, 48 ans, résidente de Toulouse. Elle contacte la gendarmerie de Reims après avoir visionné un documentaire diffusé sur France 5 consacré aux disparitions non résolues en France. L'émission, intitulée « Traces », a consacré un segment de 15 minutes à l'affaire Stéphane Lambert. Sandrine affirme avoir reconnu son mari, Thierry André, dans la photo diffusée à l'écran. Thierry André, un homme qu'elle a rencontré en 1995 à Bordeaux. Un homme avec qui elle vit depuis près de 20 ans. Un homme qui, selon elle, ressemble trait pour trait à Stéphane Lambert. Le gendarme qui prend l'appel note les informations, sceptique. Ce genre de témoignage est fréquent après les émissions télévisées. Pourtant, Sandrine insiste. Elle donne des détails précis. Thierry André a 48 ans, exactement l'âge qu'aurait Stéphane Lambert en 2014. Il a une cicatrice au-dessus du sourcil droit. Il mesure environ 1,78 m. Il est technicien en électronique. Sandrine ajoute un élément troublant. Thierry ne parle jamais de son passé avant 1995. Jamais. Il prétend avoir perdu ses parents dans un accident de voiture en 1994. Il dit n'avoir ni frère, ni sœur, ni famille. Il refuse catégoriquement de retourner dans le nord de la France. Lorsque Sandrine lui propose des vacances en Champagne ou en Picardie, Thierry invente toujours une excuse. Trop de travail, pas assez d'argent, préférence pour le Sud. Le gendarme transmet l'information à son supérieur. Le dossier Lambert est exhumé des archives. Les photos de Stéphane sont comparées avec celles que Sandrine envoie par mail. Les ressemblances sont frappantes. Bien sûr, 20 ans ont passé. L'homme sur les photos récentes a pris du poids, porte des lunettes, a quelques cheveux gris. Mais la structure du visage, la forme du nez, la cicatrice aux sourcils correspondent. Les enquêteurs décident d'approfondir. Ils lancent une vérification d'identité sur Thierry André. Les résultats sont stupéfiants. Thierry André n'existe officiellement que depuis février 1995. Avant cette date, aucune trace administrative. Pas de naissance enregistrée. Pas de scolarité. Pas de service militaire. Rien. Un mandat de recherche discrète est lancé. Les gendarmes de Toulouse sont sollicités. Ils surveillent Thierry André à son domicile, un pavillon de la banlieue toulousaine, dans le quartier de Ramonville-Saint-Agne. Thierry travaille pour une entreprise de maintenance électrique, Technique Sud. Il mène une vie ordinaire. Il part le matin vers 8 h, rentre le soir vers 18 h. Il fait ses courses au supermarché du coin. Il passe ses week-ends à bricoler dans son garage. Il n'a pas d'enfant. Sandrine, elle, est infirmière à l'hôpital de Purpan. Le couple semble stable, sans histoire. Les voisins les décrivent comme discrets, polis, sans problèmes apparents. Les enquêteurs décident de passer à l'action. Le 12 juillet 2014, 2 gendarmes en civil se présentent au domicile de Thierry André. Sandrine ouvre la porte. Elle est au courant de la démarche. Elle a accepté de coopérer. Thierry est dans le salon, en train de regarder le Tour de France à la télévision. Les gendarmes se présentent. Thierry se lève, le visage fermé.
On lui demande de décliner son identité. Il répond « Thierry André ». On lui demande sa date de naissance. Il répond « 12 août 1966 ». Exactement la même que Stéphane Lambert. On lui demande son lieu de naissance. Il répond « Marseille ». Les gendarmes sortent alors une photo de Stéphane Lambert, datant de 1994. Le silence dure plusieurs secondes. Thierry regarde la photo. Son visage ne trahit aucune émotion. Puis il sourit légèrement, presque tristement, et lâche « Ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette photo ». Les gendarmes restent interdits. Sandrine, debout dans l'embrasure de la porte, porte une main à sa bouche. Thierry André, ou Stéphane Lambert, s'assoit lentement sur le canapé. Il demande un verre d'eau. Sandrine s'exécute, sous le choc. Thierry boit lentement, pose le verre sur la table basse et déclare « Je savais que ça arriverait un jour. Je savais qu'on finirait par me retrouver, mais je ne pensais pas que ça prendrait 20 ans. » Les aveux sont complets. Thierry André confirme qu'il est bien Stéphane Lambert. Il confirme avoir disparu volontairement le 18 juin 1994, le jour de son mariage. Il confirme avoir quitté Reims au volant de sa Peugeot 205 blanche, direction le sud de la France. Il explique avoir roulé sans s'arrêter jusqu'à Bordeaux. Il a abandonné sa voiture dans un parking souterrain du centre-ville. Il a vendu ses papiers d'identité à un inconnu rencontré dans un bar contre 1000 francs. Il a ensuite vécu plusieurs mois sous un faux nom, dormant dans des foyers, travaillant au noir sur des chantiers. En février 1995, il a réussi à obtenir de faux papiers plus solides, au nom de Thierry André. Il a trouvé un emploi stable. Il a reconstruit une vie. Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi abandonner une vie entière? Pourquoi laisser une femme, des parents, des amis dans l'angoisse? Pourquoi disparaître le jour de son propre mariage? Stéphane, ou Thierry, respire profondément. Il explique qu'il ne supporte plus le mensonge. Il dit qu'il a vécu 20 ans avec ce poids. Il dit qu'il a pensé chaque jour à Isabelle, à ses parents, à Didier. Il dit qu'il a eu envie plusieurs fois de tout avouer. Mais il n'a jamais trouvé le courage. Jusqu'à ce soir de juin 2014, où il a vu son propre visage à la télévision. Il a compris alors que le temps était venu. Les raisons de sa fuite restent floues, contradictoires. Stéphane évoque une panique soudaine le matin du mariage, une peur irrationnelle, une sensation d'étouffement. Il dit avoir réalisé, en se réveillant chez Didier, qu'il ne voulait pas de cette vie, pas de mariage, pas d'enfant, pas de routine. Il dit avoir été submergé par une angoisse immense. Il n'a pas réfléchi. Il a juste pris sa voiture et roulé. Il ne voulait blesser personne. Il pensait que son absence serait plus supportable qu'une annulation publique. Il pensait qu'Isabelle finirait par l'oublier. Il pensait que ses parents comprendraient. Il avait tort. Il le sait maintenant. Il le savait déjà en 1994. Mais il était trop lâche pour faire face. Les gendarmes l'emmènent au commissariat de Toulouse pour un interrogatoire formel. Sandrine reste seule dans le pavillon, effondrée. Elle vient de découvrir que son mari de 20 ans est un fugitif, que toute leur vie commune repose sur un mensonge, que l'homme qu'elle aime n'existe pas légalement. Elle ne sait pas comment réagir, elle ne sait pas si elle doit le soutenir ou le rejeter. Elle appelle sa sœur, Valérie François, qui vit à Montpellier. Valérie lui conseille de prendre du recul, de ne rien décider dans l'urgence. Sandrine passe la nuit à pleurer, à se poser 1000 questions. Pourquoi Thierry ne lui a-t-il rien dit? Pourquoi ce secret? Pourquoi cette double vie? À Reims, Isabelle Fournier reçoit un appel de la gendarmerie le 13 juillet 2014. On lui annonce que Stéphane a été retrouvé vivant, qu'il vit à Toulouse sous une fausse identité, qu'il a refait sa vie, qu'il va bien. Isabelle reste silencieuse au téléphone. Puis elle raccroche. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle reste assise sur son canapé, figée. Son compagnon, Guillaume Garnier, rentre du travail 1 heure plus tard.
Il la trouve dans la même position. Elle lui raconte. Guillaume ne sait pas quoi dire. Il la prend dans ses bras. Isabelle murmure « 20 ans qu'il est vivant, 20 ans qu'il savait, et il n'a rien fait ». L'affaire Stéphane Lambert refait la une des journaux en juillet 2014. Cette fois, ce n'est plus une simple disparition. C'est une réapparition. Un retour impossible. Les médias se précipitent. France 3, TF1, BFM TV envoient des équipes à Toulouse et à Reims. Les titres sont sensationnels. Disparu depuis 20 ans, il refait surface. Le marié fantôme retrouvé vivant. Toulouse. Il vivait sous une fausse identité depuis 1994. Les journalistes campent devant le pavillon de Ramonville-Saint-Agne. Sandrine refuse de parler. Elle ferme les volets, coupe son téléphone, ne sort plus de chez elle. Stéphane, lui, est placé en garde à vue. Les questions légales se bousculent. Sur le plan pénal, la situation de Stéphane est complexe. Disparaître volontairement n'est pas un crime en France. En revanche, vivre sous une fausse identité constitue un délit. Utiliser de faux papiers, travailler sous un nom qui n'existe pas administrativement, ouvrir un compte bancaire avec une identité frauduleuse, tout cela tombe sous le coup de la loi. Stéphane risque une peine de prison. Mais les circonstances atténuantes sont nombreuses. Il n'a commis aucun autre délit. Il a travaillé, payé ses impôts sous son faux nom, mené une vie honnête. Les avocats qu'il consulte lui expliquent qu'il peut espérer une peine avec sursis, peut-être une amende, peut-être des travaux d'intérêt général. L'instruction judiciaire s'ouvre en août 2014. Le juge chargé du dossier, Véronique André, convoque Stéphane à plusieurs reprises. Elle veut comprendre les motivations profondes de sa fuite. Stéphane répète ce qu'il a déjà dit aux gendarmes. Panique, angoisse, peur de l'engagement. Mais la juge creuse davantage. Elle lui demande pourquoi il a conservé des coupures de presse sur des accidents de voiture. Stéphane hésite. Puis il avoue. En 1989, il a été témoin d'un grave accident sur l'autoroute A4, entre Reims et Paris. Une voiture a percuté un camion. Le conducteur est mort sur le coup. Stéphane, qui roulait juste derrière, a été le premier à s'arrêter. Il a vu le corps. Il a appelé les secours. Cet événement l'a profondément marqué. Il a développé une obsession pour les accidents de la route. Il collectionnait les articles, non pas par fascination morbide, mais par une forme de peur panique. Il avait l'impression que la mort pouvait survenir à tout moment, sans prévenir. Cette angoisse s'est amplifiée avec les années. En 1994, au moment du mariage, Stéphane était dans un état de stress permanent. Il dormait mal, il faisait des cauchemars. Il avait l'impression que sa vie lui échappait. Le mariage représentait dans son esprit un engagement irréversible, une forme de prison. Il ne l'a jamais exprimé à Isabelle, il ne voulait pas la blesser. Mais le matin du 18 juin, il a craqué. La juge Véronique André demande également à Stéphane pourquoi il n'a jamais pris contact avec ses proches après sa disparition. Stéphane répond qu'il a pensé le faire plusieurs fois, notamment en 2003, lorsqu'il a appris, par hasard, le décès de son père. Un ancien collègue de Philippe Lambert, croisé dans une gare de Toulouse, lui a annoncé la nouvelle. Stéphane a été tenté d'assister aux obsèques, mais il a eu peur d'être reconnu, peur des conséquences, peur des reproches. Alors il n'a rien fait. Il a laissé sa mère enterrer son père seul. Il a laissé Catherine Lambert mourir en 2009 sans savoir que son fils était vivant. Cette culpabilité le ronge depuis. Il dit regretter. Il dit ne pas mériter le pardon. Isabelle Fournier est convoquée par la juge en septembre 2014. Elle accepte de témoigner. Elle entre dans le bureau, droite, le visage fermé. Elle refuse de regarder Stéphane, présent dans la salle. La juge lui demande si elle souhaite porter plainte. Isabelle réfléchit longuement. Puis elle répond « Non, je ne veux rien. Je veux juste comprendre. » Elle pose alors une question directe à Stéphane. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»
Pourquoi m'as-tu laissé attendre devant cet hôtel? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais mort? Stéphane, les yeux baissés, murmure. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. J'étais lâche. Je suis désolé. Isabelle se lève. Elle quitte la salle sans un mot de plus. Elle ne reverra jamais Stéphane. Dans les mois qui suivent, elle refuse toutes les interviews. Elle refuse de participer au documentaire. Elle veut oublier. Elle veut tourner la page. Guillaume Garnier, son compagnon, la soutient. Il comprend qu'Isabelle ait besoin de temps. Beaucoup de temps. Peut-être toute une vie. Isabelle retourne à sa routine, son travail, ses amis, ses promenades dans les vignes d'Épernay. Elle ne parle plus de Stéphane. Elle range les derniers souvenirs qui traînaient encore dans un carton. Elle les dépose à la déchetterie. Elle efface. Elle avance. Sandrine, elle, prend une décision radicale. En octobre 2014, elle quitte Thierry, ou Stéphane. Elle ne peut plus vivre avec un homme qui lui a menti pendant 20 ans. Elle ne peut plus faire confiance. Elle demande le divorce. Stéphane ne s'y oppose pas. Il signe les papiers sans discuter. Sandrine déménage à Montpellier, près de sa sœur Valérie. Elle vend le pavillon de Ramonville-Saint-Agne. Elle reprend une vie indépendante. Elle consulte un psychologue pour surmonter le choc. Elle apprend, petit à petit, à ne plus se sentir coupable. Ce n'est pas sa faute. Elle a été trompée, manipulée. Elle n'avait aucun moyen de savoir. Elle était victime, elle aussi. Le procès de Stéphane Lambert a lieu en janvier 2015 au tribunal correctionnel de Toulouse. Il comparaît pour usage de fausse identité et faux en écriture publique. Son avocat plaide les circonstances exceptionnelles. Le trouble psychologique, l'absence de récidive, la vie honnête menée sous le nom de Thierry André. Le procureur, lui, insiste sur la gravité des faits, sur le mensonge prolongé, sur les souffrances infligées à Isabelle, aux parents de Stéphane, à Sandrine. Il réclame une peine de 18 mois de prison ferme. L'audience dure 3 heures. Stéphane est autorisé à prendre la parole. Il s'excuse publiquement. Il dit assumer ses actes. Il dit être prêt à payer le prix de sa lâcheté. Le tribunal délibère pendant 2 jours. Le verdict tombe le 16 janvier 2015. Stéphane Lambert est condamné à 12 mois de prison avec sursis, assorti de 3 ans de mise à l'épreuve et à une amende de 5 000 €. Il devra également effectuer 150 heures de travaux d'intérêt général. Il évite la prison ferme, mais sa vie est durablement marquée. Il perd son emploi chez Technique Sud. Son nom est désormais connu dans toute la France. Il ne peut plus se cacher. Il doit assumer publiquement son passé. Il doit reconstruire, encore une fois, mais cette fois sans mensonge. Cette fois sous sa véritable identité, Stéphane Lambert. Après le procès, Stéphane décide de quitter Toulouse. Il ne supporte plus les regards, les murmures, les jugements. Il s'installe à Lyon, dans un petit appartement du quartier de la Guillotière. Il retrouve un emploi dans une entreprise de maintenance, sous son vrai nom cette fois. Il vit seul. Il évite les relations amoureuses. Il ne veut plus blesser personne. Il effectue ses travaux d'intérêt général dans une association d'aide aux sans-abri. Il distribue des repas, écoute des histoires de vie brisées, de fuites, de regrets. Il se reconnaît dans ses parcours. Il comprend qu'il n'est pas le seul à avoir fui. Mais il sait aussi qu'il a fait plus de mal en fuyant qu'en restant. Les années passent. Stéphane vieillit. Il prend sa retraite en 2031. Il a 65 ans. Il vit toujours à Lyon, seul. Il n'a jamais recontacté Isabelle. Il n'a jamais cherché à reconstruire des liens avec les amis de sa jeunesse. Il vit dans l'ombre, discrètement, presque invisiblement. Il ne se pardonne pas. Il ne demande pas le pardon des autres. Il sait qu'il ne le mérite pas. Parfois, il repense à ce matin du 18 juin 1994, à ce moment précis où il a tourné la clé de contact de sa Peugeot 205 blanche. À ce moment où il a décidé de fuir. Il se demande ce qui se serait passé s'il était resté. Si la vie aurait été meilleure.
Ou pire, il ne le saura jamais. L'affaire Stéphane Lambert ne s'arrête pas au verdict de janvier 2015. Elle continue de résonner dans les médias, dans les débats publics, dans les conversations privées. Des psychologues sont invités sur les plateaux de télévision pour analyser le phénomène. Comment un homme peut-il disparaître volontairement le jour de son mariage? Quels mécanismes psychologiques conduisent à une telle fuite? Les spécialistes évoquent le syndrome de la panique relationnelle, l'anxiété d'engagement, les traumatismes non résolus. Certains parlent de gamophobie, cette peur pathologique du mariage. D'autres soulignent l'importance des pressions sociales, de la peur de décevoir, de l'incapacité à exprimer ses véritables sentiments. Le cas de Stéphane devient un exemple dans les facultés de psychologie. Des thèses sont rédigées sur les disparitions volontaires. Des études sont menées sur les personnes qui choisissent de tout quitter sans explication. Les chiffres sont troublants. En France, chaque année, des milliers d'adultes disparaissent volontairement. Certains reviennent au bout de quelques jours, d'autres au bout de plusieurs années. Quelques-uns ne reviennent jamais. Les raisons sont multiples. Dettes écrasantes, violences conjugales, dépression profonde, désir de recommencer ailleurs, incapacité à assumer une vie devenue insupportable. Stéphane Lambert entre dans cette catégorie. Il devient un cas d'école, un symbole de la fragilité humaine. Sur les forums Internet, les discussions s'enflamment. Certains internautes compatissent avec Stéphane. Ils comprennent sa panique. Ils estiment qu'il a eu le courage de partir plutôt que de vivre une vie dans le mensonge. D'autres, au contraire, le condamnent fermement. Ils considèrent son acte comme égoïste, cruel, impardonnable. Ils soulignent la souffrance d'Isabelle, l'agonie des parents Lambert, le traumatisme de Sandrine. Les débats sont violents, passionnés. Personne ne reste indifférent. L'affaire divise. Elle interroge. Elle dérange. Elle oblige chacun à se demander « Qu'aurais-je fait à sa place ? Aurais-je eu le courage de partir ou de rester ?» Didier Girard, l'ancien témoin, est également interrogé par plusieurs journalistes après le procès. Il accepte de témoigner à visage découvert dans un reportage diffusé sur France 2 en mars 2015. Didier a 58 ans. Il vit toujours à Reims, travaille comme responsable logistique dans une entreprise de transport. Il est marié, père de 3 enfants. Il raconte comment la disparition de Stéphane a bouleversé sa propre vie. Pendant des années, il s'est senti coupable. Il se demandait s'il aurait pu déceler des signes, s'il aurait pu empêcher la fuite, s'il avait manqué quelque chose lors de cette soirée du 17 juin 1994. Cette culpabilité l'a rongé pendant longtemps. Lorsqu'il a appris, en juillet 2014, que Stéphane était vivant, Didier a ressenti un mélange de soulagement et de colère. Soulagement, car son ami n'était pas mort. Colère, car il avait été trompé, manipulé, abandonné sans explication. Didier a tenté de contacter Stéphane après le procès. Il lui a envoyé une lettre à l'adresse de son avocat. Une lettre dans laquelle il exprimait sa tristesse, sa déception, mais aussi son désir de comprendre. Stéphane n'a jamais répondu. Didier a fini par accepter ce silence. Il a compris que leur amitié appartenait au passé, que Stéphane avait choisi de couper tous les ponts, définitivement. Les coupures de presse que Stéphane conservait continuent d'intriguer les enquêteurs et les psychologues. Pourquoi cette obsession pour les accidents de voiture? Le traumatisme de 1989, lorsqu'il a été témoin d'un accident mortel sur l'A4, ne suffit pas à tout expliquer. Certains spécialistes suggèrent que Stéphane souffrait peut-être d'un trouble anxieux généralisé, non diagnostiqué à l'époque. Ce type de trouble provoque une inquiétude excessive et chronique, une peur constante de la catastrophe. Les personnes atteintes anticipent en permanence le pire. Elles sont paralysées par l'angoisse. Elles développent des mécanismes de fuite pour échapper à cette pression intérieure. Stéphane n'a jamais consulté de psychologue avant 1994. Il n'a jamais exprimé ses peurs. Après le procès,
Stéphane accepte finalement de suivre une thérapie. Il rencontre une psychologue à Lyon, Céline Faure, spécialisée dans les traumatismes et les troubles anxieux. Les séances se déroulent une fois par semaine, pendant 2 ans. Stéphane parle de son enfance, de ses parents exigeants, de la pression pour réussir, du sentiment de ne jamais être à la hauteur. Il parle de cet accident de 1989 qui a déclenché quelque chose en lui, de cette peur panique de la mort, de l'irréversible, de l'engagement. Il parle de ce matin du 18 juin 1994 où il s'est réveillé avec l'impression de suffoquer, où il a compris qu'il ne pourrait pas franchir la porte de l'église, où il a choisi la fuite comme seule issue. Céline Faure établit un diagnostic, trouble anxieux généralisé, associé à un trouble de la personnalité évitante. Stéphane fuit les situations angoissantes plutôt que de les affronter. Il évite les conflits, les confrontations, les décisions difficiles. Ce schéma s'est répété tout au long de sa vie. Enfant, il évitait les disputes avec ses parents en se réfugiant dans sa chambre. Adolescent, il changeait de lycée plutôt que d'affronter des camarades qui le harcelaient. Adulte, il a fui son mariage plutôt que d'avouer ses doutes. La thérapie l'aide à comprendre ses mécanismes, à identifier ses schémas de pensée, à apprendre à affronter plutôt qu'à fuir. Mais le chemin est long et douloureux. En 2017, Stéphane décide d'écrire une lettre publique. Il la publie sur un blog anonyme, sans révéler son identité. Dans cette lettre, il s'adresse à toutes les personnes qu'il a blessées, à Isabelle, à ses parents décédés, à Didier, à Sandrine. Il s'excuse, il explique, il assume, il écrit « Je sais que mes excuses ne changeront rien, je sais que le mal est fait, mais je veux que vous sachiez que je pense à vous chaque jour, que je vis avec cette culpabilité, que je ne me pardonne pas, et que je ne demande pas votre pardon. Je veux juste que vous compreniez que je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. J'étais simplement incapable de faire autrement. J'étais faible, lâche, perdu. » La lettre est repérée par un journaliste. Elle est publiée dans Le Parisien en avril 2017. Elle génère de nouvelles réactions. Certains lecteurs sont touchés par la sincérité de Stéphane. D'autres restent inflexibles. Isabelle, contactée par des journalistes, refuse de commenter. Elle a tourné la page. Elle ne veut plus entendre parler de cette histoire. Guillaume Garnier, son compagnon, demande aux médias de respecter leur vie privée. Sandrine, elle, accepte de réagir dans une interview accordée à France Bleu Occitanie. Elle déclare « Je ne lui pardonne pas, mais je ne lui en veux plus. J'ai compris qu'il était malade, qu'il souffrait. Cela n'excuse rien, mais cela explique. » En 2019, un documentariste indépendant, Julien Faure, propose à Stéphane de participer à un film sur les disparitions volontaires. Stéphane hésite longuement, puis il accepte, à condition de rester anonyme. Le documentaire, intitulé « Partir sans retour », est diffusé sur Arte en novembre 2019. Stéphane y témoigne, le visage flouté, la voix modifiée. Il raconte son histoire dans les moindres détails. Il explique les mécanismes de la fuite. Il livre ses regrets. Il parle de sa solitude actuelle. Le documentaire reçoit un accueil critique favorable. Il est salué pour sa finesse psychologique, son absence de jugement moralisateur. Il permet de comprendre sans excuser ce qui pousse un être humain à tout abandonner. Stéphane continue de vivre à Lyon. Il travaille toujours dans la maintenance électrique. Il a désormais 60 ans. Il est devenu plus serein, même si la culpabilité ne le quitte jamais complètement. Il a appris à accepter son passé, à vivre avec. Il n'a pas refait sa vie sentimentale. Il préfère rester seul. Il ne veut plus prendre le risque de blesser quelqu'un. Il passe ses journées entre son travail et ses longues promenades le long du Rhône. Il lit beaucoup, des romans, des essais de philosophie, des livres sur la psychologie humaine. Il cherche des réponses, des explications, des raisons de continuer. En 2022, Isabelle Fournier accepte enfin de parler publiquement. Elle a 54 ans.
Elle vit toujours à Épernay avec Guillaume Garnier. Ils ne se sont jamais mariés, mais leur relation est stable. Isabelle travaille toujours dans le secteur du champagne. Elle a gravi les échelons. Elle occupe désormais un poste de directrice marketing dans une prestigieuse maison. Elle a reconstruit sa vie professionnelle et personnelle. Mais la cicatrice du 18 juin 1994 n'a jamais complètement disparu. Elle décide de témoigner dans un podcast produit par Radio France consacré au traumatisme et à la résilience. L'épisode s'intitule « La mariée abandonnée ». Isabelle raconte ses 28 ans écoulés depuis la disparition. Elle parle de l'attente devant l'hôtel, de l'angoisse des premiers jours, de l'espoir qui s'amenuise, de la colère qui monte, de la dépression qui s'installe. Elle explique comment elle a dû réapprendre à vivre après 2014, après avoir découvert que Stéphane était vivant depuis toujours. Cette nouvelle l'a brisée une seconde fois. Elle pensait avoir fait son deuil. Elle avait accepté l'idée que Stéphane était mort. Apprendre qu'il était vivant, qu'il avait refait sa vie, qu'il avait choisi de ne jamais la recontacter, a rouvert toutes les blessures. Elle a dû recommencer le travail de deuil. Un deuil différent. Le deuil d'une relation. Le deuil d'une confiance trahie. Isabelle confie qu'elle a longtemps cherché des signes avant-coureurs. Des indices qu'elle aurait manqués. Des mots que Stéphane aurait prononcés, des regards qui auraient trahi son malaise. Mais elle n'a rien trouvé. Stéphane était un excellent acteur. Ou peut-être croyait-il sincèrement vouloir ce mariage. Peut-être était-il lui-même piégé dans une situation dont il ne mesurait pas la gravité. Isabelle dit avoir mis des années à accepter qu'elle n'était pas responsable, qu'elle n'aurait rien pu faire, que la fuite de Stéphane ne disait rien sur elle, mais tout sur lui. Cette prise de conscience a été libératrice. Mais elle est venue tardivement. Le podcast rencontre un grand succès. Des milliers d'auditeurs écrivent à Isabelle pour la remercier. Beaucoup partagent leurs propres histoires d'abandon, de trahison, de reconstruction. Isabelle réalise qu'elle n'est pas seule, que d'autres ont vécu des situations similaires, que la souffrance peut être partagée. Elle décide alors de créer une association baptisée Renaissance. Cette association vient en aide aux personnes victimes de disparitions volontaires. Elle propose un soutien psychologique, des groupes de parole, des conseils juridiques. Le siège est installé à Reims symboliquement. L'association connaît un développement rapide. En 2024, elle compte plus de 300 membres à travers la France. Stéphane apprend l'existence de cette association en lisant un article dans Le Monde. Il est bouleversé. Il comprend qu'Isabelle a transformé sa souffrance en force, qu'elle a décidé d'aider les autres plutôt que de rester prisonnière de sa colère. Il ressent une immense admiration et une culpabilité encore plus grande. Il écrit une lettre manuscrite à l'association Renaissance. Il ne la signe pas. Il y glisse un chèque de 5 000 €, le montant de l'amende qu'il a payé en 2015. Il écrit simplement « pour les victimes », en espérant que cet argent serve à quelque chose de positif. « Je suis désolé ». La lettre parvient à l'association en juin 2024. Isabelle la lit. Elle devine immédiatement l'identité de l'expéditeur. Isabelle hésite. Doit-elle accepter cet argent? Doit-elle répondre? Doit-elle rejeter ce geste comme une tentative de se racheter à bon compte? Elle en parle à Guillaume. Il lui conseille de suivre son instinct. Isabelle décide finalement de garder l'argent. Elle l'utilise pour financer un nouveau groupe de parole à Lyon. Une façon peut-être de boucler la boucle. Elle ne répond pas à la lettre. Elle ne cherche pas à identifier formellement l'expéditeur. Elle préfère laisser les choses ainsi, floues, incomplète, comme cette histoire l'a toujours été, comme elle le restera sans doute toujours. Les années continuent de s'écouler. Stéphane vieillit. Il prend sa retraite en 2031. Il a 65 ans. Il vit toujours seul à Lyon. Sa santé décline lentement. Il développe des problèmes cardiaques, comme son père avant lui. Il se soigne. Il suit scrupuleusement les recommandations médicales.
Il ne veut pas mourir sans avoir, d'une certaine manière, payé sa dette. Mais quelle dette? Et comment la payer? Il ne le sait pas vraiment. Il continue simplement de vivre. De travailler dans l'association où il effectue du bénévolat depuis la fin de ses travaux d'intérêt général. Il distribue des repas. Il écoute. Il accompagne. C'est sa façon de se racheter, modestement, silencieusement. En 2033, Didier Girard décède d'un cancer du poumon. Il avait 76 ans. Stéphane apprend la nouvelle par hasard en lisant une nécrologie dans la presse locale rémoise. Il est dévasté. Didier était son dernier lien avec le passé, avec la personne qu'il était avant 1994. Stéphane se rend à Reims pour les obsèques. Il reste au fond de l'église Saint-Jacques, celle-là même où devait se tenir son mariage en 1994. Il porte des lunettes de soleil, il garde la tête baissée. Il ne veut pas être reconnu, il assiste à la cérémonie. Il voit la famille de Didier, ses enfants, ses petits-enfants. Il réalise tout ce qu'il a manqué, une vie de famille, des souvenirs partagés, une continuité. Après la cérémonie, Stéphane sort de l'église. Il marche dans les rues de Reims. Tout a changé, et rien n'a changé. La cathédrale est toujours là, majestueuse. Les maisons de champagne continuent de prospérer. Les gens vivent, travaillent, aiment, souffrent. Stéphane s'arrête devant l'immeuble de la rue de Vesle où il vivait avec Isabelle. L'immeuble a été rénové. Les fenêtres ont été changées. Mais c'est bien le même bâtiment. Stéphane reste immobile pendant plusieurs minutes. Puis il reprend sa route. Il retourne à la gare. Il prend le TGV pour Lyon. Il ne reviendra jamais à Reims. Cette ville appartient à un autre homme. Un homme qui n'existe plus. Un fantôme. En 2035, Isabelle Fournier fête ses 67 ans. L'association Renaissance est devenue une référence en France. Elle a ouvert des antennes dans 15 villes. Elle a aidé des centaines de personnes à surmonter le traumatisme de l'abandon. Isabelle a été décorée de la Légion d'honneur pour son engagement associatif. Elle reçoit la distinction lors d'une cérémonie sobre à la préfecture de Reims. Guillaume est à ses côtés. Ses amis proches sont présents. Elle prononce un discours émouvant. Elle parle de la résilience, de la capacité humaine à transformer la souffrance en action positive. Elle ne mentionne jamais le nom de Stéphane Lambert, mais tout le monde sait, tout le monde comprend. Son combat est né de cette journée de juin 1994, de cet abandon devant l'autel. Stéphane apprend la nouvelle par la presse. Il lit l'article en ligne. Il voit la photo d'Isabelle recevant sa décoration. Il pleure. C'est la première fois qu'il pleure depuis des années. Il pleure de tristesse, de fierté aussi. Isabelle a réussi. Elle a surmonté. Elle a transformé. Lui, il a simplement survécu. Il a fui. Il a caché. Il a menti. Il a perdu. Il réalise alors que sa plus grande erreur n'était pas d'avoir fui le 18 juin 1994. Sa plus grande erreur était de n'être jamais revenu, de n'avoir jamais eu le courage d'affronter, de n'avoir jamais choisi la vérité. Il est trop tard maintenant, bien trop tard, il le sait, il l'accepte, il continue de vivre avec ce poids, jusqu'à la fin. En 2038, Stéphane Lambert meurt d'une crise cardiaque à son domicile lyonnais. Il a 72 ans. Il est retrouvé par une voisine, 2 jours après son décès. Personne ne vient réclamer le corps. Il n'a ni famille, ni amis proches. La municipalité de Lyon prend en charge les funérailles. Un enterrement discret, sans cérémonie. Quelques employés municipaux. Un prêtre qui récite une prière standard. Stéphane est inhumé dans le carré des indigents du cimetière de la Guillotière. Sa tombe ne porte qu'une simple plaque. Stéphane Lambert, 1966-2038. Aucune épitaphe, aucun hommage, juste un nom et 2 dates. Une vie résumée à sa plus simple expression. Une vie de fuite, une vie de regret. Isabelle apprend le décès de Stéphane 3 semaines plus tard. Un journaliste la contacte pour avoir sa réaction. Elle refuse de commenter. Elle raccroche.
Elle reste assise à son bureau pendant une longue minute. Puis, elle reprend son travail. Elle a une réunion avec l'équipe de l'association Renaissance. Elle a des dossiers à traiter, des personnes à aider. Elle n'a plus de temps pour le passé. Stéphane Lambert est mort. Pour elle, il était déjà mort depuis longtemps. Depuis ce 18 juin 1994. Depuis 44 ans, elle a fait son deuil, plusieurs fois. Cette nouvelle ne change rien. Elle ferme simplement un chapitre. Définitivement. Elle ne pense même pas à se rendre sur sa tombe. Elle n'en voit pas l'intérêt. Elle a pardonné. À sa manière, en continuant d'avancer, en choisissant la vie, toujours la vie. L'histoire de Stéphane Lambert et d'Isabelle Fournier reste aujourd'hui l'une des affaires de disparition volontaire les plus troublantes de France. Elle interroge sur les limites de la liberté individuelle, sur le droit de disparaître, sur la responsabilité envers autrui. Peut-on légitimement tout abandonner sans explication? Peut-on fuir ses engagements au nom de son propre bien-être? La loi française ne punit pas la disparition volontaire en elle-même. Mais elle punit les conséquences. Usage de fausses identités, abandon de famille, tromperie. Stéphane a payé le prix légal de ses actes. Mais le prix humain, lui, est incalculable. 20 ans de mensonges, 2 vies brisées, des parents morts dans l'ignorance, des regrets éternels. Cette affaire rappelle que les choix individuels ont toujours des répercussions collectives, qu'on ne peut pas vivre isolé du monde, que chaque acte, chaque décision, chaque fuite affecte les autres. Stéphane pensait protéger Isabelle en disparaissant. Il pensait lui épargner une confrontation douloureuse. Il avait tort. Son absence a généré plus de souffrance que n'importe quelle explication, aussi brutale soit-elle. Isabelle a mis des décennies à se reconstruire. Sandrine a été trahie. Didier a porté une culpabilité injustifiée. Les parents Lambert sont morts dans le chagrin. Tout cela pour une panique, une angoisse, une incapacité à communiquer. Tout cela pour une fuite. L'association Renaissance, créée par Isabelle, continue son travail. Elle a aidé plus de 1000 personnes depuis sa création. Elle offre un espace de parole, un soutien, une reconnaissance. Les victimes de disparitions volontaires sont souvent oubliées. On parle des disparus. On s'inquiète pour eux. Mais on oublie ceux qui restent, ceux qui attendent, ceux qui souffrent dans l'incertitude. L'association d'Isabelle leur donne une voix. Elle leur rappelle qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils ont le droit de se reconstruire, qu'ils ont le droit de vivre, malgré l'absence, malgré le mystère, malgré la trahison. C'est le plus bel héritage de cette histoire tragique. Un héritage de résilience, un héritage de vie. Voilà donc l'histoire de Stéphane Lambert, l'homme qui a disparu le jour de son mariage à Reims en 1994, pour réapparaître 20 ans plus tard à Toulouse. Une histoire de fuite, de mensonge, de culpabilité, mais aussi une histoire de reconstruction, de pardon, de résilience. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres affaires mystérieuses et troublantes. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. Auriez-vous agi différemment à la place de Stéphane, à la place d'Isabelle? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles méritent d'être posées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux que le mensonge.